Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais reprendre la précédente vidéo, l'avant-précédente vidéo on va dire, sur la pensée quand même, maître à penser. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la pensée et les généralités. Donc la pensée est consciente du moins quand on en saisit l'instant à chaque instant. C'est-à-dire qu'elle est la structure la plus immatérielle, si ce n'est la seule de l'être humain. C'est dans cette acception et dans cette acceptation que l'on se doit de lui donner de l'importance et d'en faire une priorité existentielle. La pensée est unique, singulière, aucune autre composante du corps humain n'est si immanente, voire idiosyncrasique, c'est-à-dire propre à chacun. Ou on pourrait parler d'ipséité aussi. Car sur le plan anatomico-physiologique, nous possédons tous un cœur, des artères, des veines, des poumons, une rate, un foie, tous distincts dans leur forme, mais identiques dans leur fonction. La pensée n'a pas la même finalité pour tous, le même télos en grec. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle constitue la partie la plus indomptable et mystérieuse. On peut néanmoins de nos jours visualiser sous IRM un encéphale, des neurones, des synapses, des régions du cerveau, même les connexions infraneuronales. D'ailleurs, je peux vous montrer un livre que je suis en train de lire, donc Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal, où il parle justement de tout ça, du cerveau, très intéressant, je viens de commencer. Neurones, synapses, axones, cellules gliales, etc., etc. Mais la pensée est invisible, celle qui donne la consistance au cerveau. Donc Alain Prochiatz, qui est un biologiste, ce n'est pas le cerveau qui génère la pensée, mais c'est bien la pensée qui génère le cerveau, disait-il dans un article. Alors la pensée n'a pas de logique à proprement dite, c'est l'individu qui en donne une logique, sa logique. Toutefois, on peut s'accorder à penser que nous avons la capacité de la conditionner, de la déconditionner et même de l'apprivoiser. L'esprit se travaille. Comme disait Charlie Chaplin dans Ma vie, comme jouer du violon ou du piano, penser exige une pratique quotidienne. La pensée peut être influencée par notre état d'esprit, une contrariété, des facteurs exogènes, anxiogènes, qui rappellent à notre inconscient des choses vécues, étant désagréables et de ce fait immédiate, sera modifiée par ces facteurs sous-jacents de l'esprit. La pensée, je pourrais dire qu'est le sacerdoce de l'esprit. C'est la part immatérielle la plus réelle de toutes les composantes psychiques, car celle qui crée, imagine, conçoit l'objet virtuel, qui régit nos actes conscients et corrige les réponses. Elle est modulable à l'infini, ad infinitum. Elle est protéiforme, c'est-à-dire qu'elle se dissémine de partout, tant elle ne reste pas figée sur un objet essentiel. C'est donc la réflexion qui la rend inconstante et versatile. Jean Rostand, biologiste, disait réfléchir, c'est déranger ses pensées. J'aime bien beaucoup cette affirmation. Et la pensée se décline muablement. Donc elle bouge constamment. Et Paul Valéry disait, qui est né en 1870, la pensée est une rature indéfinie. Jolie affirmation aussi. Il existe des pensées plus affirmées et des pensées plus délébiles, c'est-à-dire des visualisations de l'esprit plus continues, discontinues, et d'autres juste passagères, futiles, passant comme un éclair en quelques millièmes de seconde. La pensée affirme ou pas sous forme d'action tangible ou intangible. Dans tous les cas, elle est matérialisable sous forme de reformulation visuelle et peut se répéter à l'infini, par exemple lorsqu'on rencontre des obsessions tenaces qui font que l'on se fige de manière continue sur l'objet obsédant. Exemple dans le TOC, le trouble obsessionnel compulsif par exemple. Il suffit par moment que d'autres pensées se ramifient à la pensée initiale pour corroborer une finalité globale, ou à l'inverse, le postulat de départ sont des pensées pour finaliser l'ultime pensée. D'où la complexité d'une telle instance. Je dirais que l'esprit s'agite, bouillonne, s'accélère avec l'intensité et la multiplicité des pensées. C'est un moteur qui brûle jusqu'à l'éclosion de ces images virtuelles que sont les pensées. Donc là, c'est une image, une métaphore. Il faut bien sûr qu'ils se contiennent pour canaliser l'effluve de pensée. Cette frugalité d'esprit passe par la gestion des émotions. Les deux sont liés. Chaque pensée induit une ou des émotions et vice-versa. Je partirai du principe que l'émotion est le corollaire de la pensée manifeste. La pensée s'exprime ou pas. Justement, une effusion émotionnelle peut rendre la pensée verbale ou la laisser muette. On retrouve de temps en temps la pensée exprimée par des lapsus ou autres annonces verbales, dans ce cas-là, la pensée n'étant pas activée au même point que le lapsus révélateur. Antoine de Rivarol disait la pensée est la pensée extérieure et la pensée est la parole intérieure. Alors pour poursuivre sur cet essai, concernant la pensée comme être à penser, la pensée s'intègre donc dans l'esprit comme entité à part entière, mais pas seulement. Car d'autres phénomènes naturels, donc là on rentre plus dans une approche phénoménologique, s'inscrivent dans l'esprit et avec la pensée comme l'intuition, l'entendement, la perception, la créativité, la morale, l'opinion, le jugement, l'affectivité.
tout ce qui régit, qui permet de se comporter dans le bien, dans une société. D'où la complexité d'une telle composante. Cependant, celle-ci peut être érodée, égratignée, corrompue, maculée par des expériences néfastes, délétères, tout comme le corps peut être lacéré par des violences provenant de l'hôte lui-même, voire concept de somatisation ou provenant de l'extérieur. Il y a donc une mémoire biologique interne, d'où le lien que l'on peut émettre entre corps et pensée, par extension. D'autres diront corps et âme, ou corps et esprit. Mais ce n'est pas l'objet principal de mon essai, du moins en ce qui concerne l'esprit. Une violence induite au corps peut avoir des répercussions sur l'esprit et de surcroît sur la pensée. Et inversement. Alors, la pensée corrobore une action voulue, renforce un déterminisme. L'action et la finalité de la pensée renforcée. L'esprit, l'être humain se sert aussi des pensées pour subodorer un environnement, des faits, des gestes, une ambiance, anticiper, essayer de prévoir. Les pensées permettent donc de mieux comprendre le monde qui nous entoure, ainsi notre monde intérieur. Elles permettent d'analyser, de déduire, de supposer, de conclure, de ratiociner, de rationaliser, d'inctualiser. Mais l'on peut se perdre dans ces pensées lorsqu'elles deviennent envahissantes, obsédantes, prolifiques. On peut se perdre mais aussi être induit en erreur et émettre des hypothèses ou des conclusions trop hâtives. C'est à ce moment-là que l'émotionnel peut prendre le dessus de manière anarchique et désagréable. Le raisonnement, quand on dit je me perds dans mes pensées, je suis dans les affres, comme je l'ai cité sur la vidéo précédente. Le raisonnement se perd dans donc, la pensée discursive, se perd dans des pensées qui perdent de leur logique. De plus, les émotions prennent le dessus, donc le pathos, le pathos triste, on va dire, pour pallier ou du moins pour agir face à un flot intellectuel. Donc il y a une force, une espèce d'homostasie intellectuelle. Il y a l'homostasie du corps et l'homostasie psychologique. La pensée est ce qui nous caractérise. Elle est l'indicateur de notre propre réalité ou de la réalité que nous nous faisons. Elle est donc subjective. Donc là, on rentre dans une notion d'idéalisme aussi et de réalisme de surcroît. Elle permet donc d'élaborer des concepts, des idées, des réflexions, de se remémorer des souvenirs, d'exprimer des sentiments, de fonder une conscience. Elle est, pour moi, l'autorail de l'esprit. On peut ainsi parler d'organisation de la pensée à partir du moment où il existe une résultante ordonnée. L'organisation de la pensée peut se faire verticalement ou par association d'idées, d'images, de concepts. Et j'aime bien le concept d'arborescence. La particularité de la pensée est qu'elle est libre. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée, disait Épictète, donc un stoïcien du 1er siècle. La plus libre sans doute, tandis qu'une action peut ou pas se réaliser, la pensée agit constamment. Elle permet de créer librement, spontanément. On peut néanmoins revenir sur une pensée, même quand une autre pensée l'a supplantée, contrairement à Dante qui affirmait toujours l'homme chez qui une pensée germe sur une autre pensée s'éloigne de son but parce que l'une affaiblit l'élan de l'autre. Et là, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Elle peut éclore subitement ou rester latente. Elle peut se refermer rapidement et ressurgir de manière impromptue. La pensée est un art, l'art de s'exprimer vers l'intérieur. La pensée aboutit vers une action libre, celle de penser. Libre aussi dans le sens où l'on ne peut pas connaître la paternité d'une pensée. Qui est à l'origine de cette pensée? Nicolas Boileau disait une pensée neuve, c'est au contraire une pensée qui a dû venir à tout le monde et que quelqu'un s'avise le premier d'exprimer. À partir du moment où celle-ci n'est pas matérialisée, exprimée, écrite, un grand nombre d'individus auront déjà eu l'idée et déclareront avoir la primauté de cette idée. Voilà, et je vais terminer sur ça. Alors, la pensée peut être le fondement d'une idéologie, d'une doctrine, d'une philosophie. Elle prend donc la valeur d'un axiome. C'est là toute sa grande implication, ou d'une tautologie, ou d'une assertion, ou de croyance. Donc, c'est sa grande implication dans tous les fondements, qu'ils soient religieux, philosophiques, mathématiques, artistiques. Elle est donc le postulat, le soubassement d'un courant de pensée. Elle n'est plus libre et devient inquisitrice lorsqu'elle devient la pensée unique. Donc dans les idéologies, que ce soit politiques, culturelles, comme nous l'avons évoqué ci-dessus concernant les différents courants de pensée. Henri Bergson disait « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». La pensée s'incline non pas au sens propre, elle est attirée vers ce qui l'intéresse, ce qui prête à sa curiosité, qui l'interpelle, qui la questionne. La pensée est curieuse. Elle intervient pour différencier l'abstrait du concret, donc là on rentre dans une notion d'abstraction. Elle a donc une part de rationalisation, la faculté de résoudre les problèmes, les situations passent par l'entendement, les pensées sont sous-jacentes à cet entendement. Elle est aussi initiatrice de motivation, exemple l'appétit, où on peut induire une perte de motivation ou abolie.
Donc dépression, procrastination, on n'a plus envie de rien faire. Sur un plan intellectuel et physique, on peut entrer dans une forme aussi de neurasthénie. L'action s'accomplit par la concrétisation matérielle d'une visualisation positive ou négative. Ralph Waldo Emerson disait « L'ancêtre de toute action est une pensée ». Elle peut s'avérer disparate, en ce qui concerne la pensée, confuse, voire morcelée. Donc là, on est dans un facteur plus psychopathogène. La pensée n'intervient pas seulement en phase d'éveil. Elle fait partie intégrante de la vie nocturne du rêve, de la pensée vespérale. Par cette dernière affirmation, on en conclut donc que la pensée est omniprésente dans le cycle nictéméral, donc c'est-à-dire sur une journée de 24 heures. Finalement, pour finir, la pensée est un interminable voyage intérieur. La pensée est un interminable voyage intérieur. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'approche de l'écriture de CC. Et je vais juste vous présenter, donc, je vous ai présenté La pensée, le mouvement de Bergson. Donc rationalisme, matière et mémoire, toujours, Bergson. La notion d'esprit. Donc J.B.L. Roy, c'était un philosophe très peu connu, mais de l'école philosophique d'Oxford. Et là, après, on va rentrer sur quelque chose de psychologie cognitive au Collège de France. Stanislas Dehaene. Voilà, la bosse des maths, il a écrit beaucoup de choses, les neurones de la lecture, il a beaucoup travaillé aussi sur ça. Bon, ça reste de la vulgarisation scientifique quand même, mais c'est intéressant de lire, de se documenter à travers ses ouvrages et de se faire sa propre vision et donc sa propre pensée, parce que la pensée est libre. Et comme disait George Orwell dans 1984, la liberté de penser ne mène pas à la mort. Voilà, c'était Nicolas de la chaîne philosophique et je vous souhaite un excellent week-end et de bonnes vacances scolaires pour les plus jeunes. À très bientôt, merci, au revoir.